Vous êtes allé très loin dans les détails concernant ce qui se passe, à la fois dans l'économie globale, dans les chaînes d'approvisionnement et dans les dynamiques propres au marché des semi-conducteurs. Mais ce que vous avez dit m'a surpris. Vous avez comparé l'intelligence artificielle à l'arrivée du PC ou à l'Internet dans les années 90. Et vous avez dit que cela allait provoquer une explosion de nouvelles entreprises. Vous parliez de quoi exactement? D'un point de vue technologique ou d'un autre angle du marché? C'était quoi, au juste? Eh bien, on a en ce moment une multitude de moteurs qui tournent à plein régime. Et bien sûr, l'intelligence artificielle générative en fait partie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cela arrive après une décennie entière où nous avons bâti une nouvelle façon de faire de l'informatique. On appelle ça le calcul accéléré. Et aujourd'hui, cette approche commence enfin à être adoptée un peu partout. En parallèle, les gens commencent à apprendre à utiliser ce nouveau mode de calcul grâce à une toute nouvelle génération de logiciels. Des logiciels alimentés par de puissants modèles qu'on appelle les grands modèles de langage et aussi ce qu'on appelle les modèles fondamentaux. Ces deux éléments combinés changent profondément notre manière de concevoir ce qu'est un ordinateur et ce qu'il est capable de faire. Et puis, il y a de plus en plus de cas d'usage concrets qui émergent. Les robots autonomes, les voitures autonomes, les assistants IA dans les entreprises et même des outils créatifs accessibles aux particuliers. Tout ça est en train de se mettre en place en même temps. Et aujourd'hui, tous ces éléments sont en train de converger. Donc, si je comprends bien, on peut dire que vous êtes plutôt optimiste concernant l'état actuel du secteur, du moins sur les perspectives pour cette période en cours. Donc, je pense que c'est le cas. Et franchement, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, l'intelligence artificielle générative a un impact très profond et elle s'intègre aujourd'hui dans toutes les industries et dans tous les pays du monde. Deuxièmement, cette technologie repose sur une toute nouvelle forme de calcul et ça crée une forte demande en infrastructure pour pouvoir la faire tourner. Ça stimule donc la croissance sur tout un écosystème technologique. Et puis troisièmement, le marché chinois est de toute évidence très important. Vous avez expliqué, encore une fois, avec pas mal de détails, que l'IA générative, ce n'est pas juste entraîner un modèle, puis l'envoyer tourner sur un serveur classique, comme on le ferait habituellement. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut complètement repenser le matériel. Cela implique de reconsidérer toute l'architecture et de concevoir, depuis zéro, une nouvelle puce entièrement adaptée. Oui, on continue encore à y réfléchir, parce que c'est important de bien définir notre rôle dans cet écosystème. NVIDIA ne cherche pas à devenir un fournisseur de cloud comme les autres. Notre objectif, c'est de permettre à d'autres de le devenir. On fournit la technologie, l'infrastructure, pour que nos partenaires puissent créer leur propre cloud IA avec leur identité, leurs outils, leurs services. C'est ça notre force. On a construit une plateforme ouverte qui s'adapte à tous les types de clients, des développeurs indépendants jusqu'aux grandes entreprises. Mais parfois, certains clients ont des besoins très spécifiques. Des industriels, des banques, des constructeurs. Ils veulent bâtir leur propre système IA à leur façon. Et là, on les accompagne plus directement avec des solutions sur mesure. Mais notre mission reste la même. On ne veut pas leur faire concurrence. Au contraire, on veut les aider à avancer, à innover avec leurs propres moyens. Et à chaque fois qu'on pense lancer un nouveau service, on se pose cette question simple. Est-ce que ça va ajouter de la valeur au marché? Est-ce que ça répond à un vrai besoin? Et tant que la réponse n'est pas claire, on ne le fait pas. Jensen, est-ce que Huawei dispose d'une intelligence artificielle ou d'un GPU maison qui soit performant et qui rivalise avec les autres gammes que vous produisez? La technologie de Huawei repose principalement sur leurs propres puces. Ils ont conçu leur propre architecture et ils développent leur propre matériel de manière indépendante. Ils ont mis en place une plateforme complète qui est vraiment pensée pour répondre aux besoins spécifiques de leur marché local. Ce n'est pas simplement du matériel, c'est un écosystème entier qu'ils ont bâti autour de ça.
Ils ont aussi développé toute une pile logicielle pour accompagner leurs puces, et ils forment des milliers de développeurs à l'utiliser efficacement. C'est ce qui leur donne cette capacité à évoluer en autonomie. Ils ne dépendent pas de nos technologies et ils ont investi énormément dans leurs propres solutions. Et franchement, leurs capacités sont solides. Ils sont clairement très compétitifs dans ce domaine. Avec tout ça en tête, et en considérant les capacités que Huawei a développées, est-ce que vous pensez que la politique actuelle d'exportation est suffisante? Plus précisément, est-ce que les limitations en place aujourd'hui empêchent vraiment des entreprises comme Huawei d'accéder au type de GPU les plus puissants que vous fabriquez? Ou est-ce qu'ils peuvent quand même atteindre ce niveau de performance en restant en dessous des seuils imposés par la réglementation? Est-ce que la politique en vigueur suffit réellement à les freiner? Oui, ils n'ont tout simplement pas d'autre option. Ils sont obligés de créer leur propre technologie puisqu'ils n'ont plus accès aux meilleures puces ou plateformes disponibles à l'international. Et c'est ce qu'ils font. Ils investissent massivement, ils mobilisent des équipes énormes et ils progressent à un rythme impressionnant. Quand vous empêchez une entreprise d'accéder à des ressources critiques, elle cherche des solutions. Elle contourne, elle innove, elle développe en interne et elle se débrouille. C'est ce que font toutes les grandes entreprises dans ce genre de situation. Elles s'adaptent parce qu'elles n'ont pas le choix et parfois ça les pousse à aller encore plus vite qu'avant. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le cœur de tout ça, ce n'est pas juste le matériel, c'est l'innovation. C'est notre capacité à inventer, à avancer plus vite, à créer des choses que personne d'autre ne peut faire. Et je pense que si on garde cette confiance, si on reste concentré sur ce qu'on sait faire de mieux, alors on restera devant. Et à la fin, c'est ça qui fait la différence. Avoir la volonté de concourir et la conviction qu'on peut gagner. Lors de la dernière réunion sur les résultats, vous avez dit que vous aviez anticipé certaines restrictions à l'export et que vous en aviez tenu compte dans votre stratégie. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça signifie concrètement, notamment en lien avec les contrôles actuels sur les exportations? Bien sûr, on avait anticipé une partie de ces restrictions et on s'y est préparé très tôt. C'est pour ça qu'on a conçu nos produits de manière flexible pour qu'ils puissent rester conformes aux règles actuelles tout en gardant un niveau de performance élevé. On a beaucoup appris de ces contraintes et au final, elles nous ont forcés à innover encore plus vite. C'est devenu un moteur d'adaptation et de progrès. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment comprendre à quel point l'intelligence artificielle va impacter l'économie des États-Unis. C'est en train de devenir un catalyseur majeur, un moteur de transformation industrielle, sociale et économique. Elle change la manière dont les entreprises fonctionnent, dont les gens apprennent, créent, travaillent et même communiquent entre eux au quotidien. Et tout cela ne relève pas de la science-fiction. C'est concret, c'est visible et c'est déjà là maintenant. On voit l'IA booster la productivité, accélérer la recherche scientifique, aider à développer de nouveaux traitements médicaux ou améliorer l'éducation dans plein de domaines. Et ça ne fait que commencer. Je pense vraiment que cette révolution, cette nouvelle vague portée par l'intelligence artificielle va redéfinir notre société et elle va être profondément transformatrice pour l'Amérique. Jensen, pendant qu'on est à l'antenne, votre action vient encore de grimper de plus de 4%, rien que ces dernières minutes. Et cette hausse s'ajoute déjà à celle d'hier soir, juste après l'annonce de vos résultats. C'est assez impressionnant et ça montre à quel point vos annonces résonnent fortement, pas seulement dans l'univers de la tech, mais aussi auprès des investisseurs, des analystes et des acteurs économiques ici en Californie et un peu partout aux États-Unis. Je pense que l'administration actuelle reste cohérente avec les principes qu'elle défend depuis le début, notamment en matière de technologie, d'innovation et de souveraineté numérique. Elle comprend parfaitement que des entreprises comme la nôtre jouent un rôle stratégique dans l'économie américaine et dans le positionnement global du pays face à la concurrence mondiale. Les avancées dans l'intelligence artificielle ne sont pas simplement techniques. Elles redéfinissent des secteurs entiers et créent de nouvelles opportunités économiques et sociales. C'est pourquoi il est essentiel que les États-Unis continuent de soutenir les entreprises qui innovent, qui prennent des risques et qui développent des technologies de rupture. Je crois que l'administration le sait et qu'elle reste engagée à encourager l'investissement dans la recherche, dans l'infrastructure technologique et surtout dans la formation des talents américains. Évidemment, il y a des discussions, des ajustements réglementaires, mais rien ne laisse penser à un revirement de fond. Les objectifs restent clairs, soutenir l'innovation, garantir la sécurité nationale et maintenir un dialogue ouvert avec les acteurs du secteur. Et à ce jour, je ne pense pas que quoi que ce soit dans leurs déclarations récentes remette vraiment cette trajectoire en question. Jensen,
On a sondé notre audience de Bloomberg Technology et une large majorité pense que nous ne sommes pas prêts, ni politiquement, ni au niveau des régulations, pour affronter la prochaine vague de transformation provoquée par l'intelligence artificielle. Ils s'inquiètent de la vitesse à laquelle les choses évoluent et du manque de cadre clair pour accompagner ce changement. Ils se demandent si nos institutions, nos lois et même nos entreprises sont capables de suivre ce rythme effréné. Est-ce que vous pourriez nous partager votre point de vue là-dessus et comment vous voyez ce défi à l'échelle du pays ? On fait beaucoup de choses avec Tesla et Xai. Ce sont deux entreprises incroyablement ambitieuses, dirigées par des gens brillants et évidemment par Elon, qui a une vision très claire de l'avenir. Il ne se contente pas de suivre la tendance, il veut bâtir une intelligence artificielle de rupture, avec un vrai socle technologique à long terme. Et ce qu'il est en train de faire, c'est construire une plateforme complète, cohérente, qui va du matériel au logiciel, en passant par l'infrastructure, l'apprentissage, l'optimisation, absolument tout, de bout en bout. C'est exactement comme on le ferait pour créer une entreprise d'IA à grande échelle, avec une architecture pensée pour durer et évoluer très rapidement. Et ce n'est pas qu'un concept abstrait. Il la met concrètement en place, avec des moyens considérables, une exécution rapide et une vraie stratégie industrielle derrière chaque étape. Je trouve ça très impressionnant. C'est audacieux, c'est ambitieux, et c'est exactement le genre de pari visionnaire qui permet à un écosystème tout entier d'avancer. L'intelligence artificielle est en train de devenir une industrie à part entière, massive, structurée et probablement l'un des piliers économiques de demain. Je pense sincèrement qu'on parle ici d'une industrie à plusieurs milliers de milliards de dollars. Et franchement, je suis très enthousiaste pour lui. Jensen, pour finir, parlons un peu de l'Europe. Vous allez y passer les prochains jours, notamment à Paris cette semaine. Quel est l'objectif de ce déplacement et avec qui allez-vous échanger sur place ? Je pars directement après cette interview. Je vais passer par Paris, puis je m'envolerai vers l'Asie et je terminerai le voyage à Taïwan pour participer au salon Computex. C'est un événement majeur pour l'industrie technologique mondiale. À Paris, je vais rencontrer des dirigeants d'entreprises, des chercheurs, des partenaires et probablement aussi quelques responsables politiques. On parlera évidemment d'intelligence artificielle, de souveraineté technologique et de l'importance de collaborer à l'échelle européenne. L'Europe joue un rôle essentiel dans l'écosystème mondial de l'IA et je pense que nous avons beaucoup à construire ensemble. Il y a un vrai dynamisme en ce moment, des talents incroyables et une volonté claire d'avancer. Après ça, on enchaînera avec l'Asie, où l'innovation se déploie à une vitesse impressionnante et où le salon Computex rassemblera tous les grands acteurs du secteur. C'est un voyage dense, stratégique, et on va profiter de chaque étape pour échanger, partager et renforcer notre présence dans des régions clés. On a beaucoup d'attentes pour cette tournée et on va parcourir toute l'Europe dans les prochains jours.